Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de People Insight, une série de podcasts RH portés par People Solutions by Harris, où nous allons explorer les grands sujets sur la mutation du monde du travail avec ceux et celles qui le vivent au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet parfois paradoxal, souvent mal compris, et si la performance pouvait être un levier d'épanouissement professionnel. Pour aborder ce sujet, je vais être accompagnée avec 3 DRH expérimentés qui ont accepté de partager leur vision, leurs convictions, leurs pratiques pour réinventer ce nouvel équilibre entre performance, bien-être et sens. Nous avons voulu aussi aller plus loin dans notre constat et nourrir notre réflexion. C'est pour ça que nous avons fait des micro-trottoirs et que nous allons pouvoir les accompagner durant cet échange. Merci à tous et à toutes d'être présentes aujourd'hui pour cet échange sans filtre avec des regards croisés. Pour aborder ce premier sujet, je suis accompagnée de Delphine Batt, DRH de La Mondiale Europartner. Merci Delphine, à toi d'être présente aujourd'hui. Avec plaisir, Julie. Bon, et puis ce que je te propose, comme je disais, le but c'est d'avoir des regards croisés, donc d'avoir eu ce retour terrain en tout cas, et grâce au micro-trottoir. Et on va commencer avec un premier micro-trottoir si tu veux bien. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous vous sentez valorisé dans votre travail ? Oui, la valorisation personnelle aussi, de soi-même, pouvoir voir quand on a bien réussi, quand on est content de soi, quand on a accompli un projet qui nous tenait à cœur, qui s'est bien passé, aussi par rapport aux équipes ou aux collègues ou au management, mais il faut savoir aussi retirer de la reconnaissance de soi-même. En premier, je pense, quand on est content de ce qu'on fait, c'est le principal. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre travail ? Moyen plus. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien actuellement au travail ? Souvent l'impression de faire des choses qu'on peut de valeur ajoutée. Manque de valeur ajoutée, de reconnaissance ? Valeur ajoutée. Valeur ajoutée, ouais. Et comment vous faites pour surmonter ça ? J'attends la fin du mois et il y a une bonne raison qui fait que j'accepte de supporter tout ça. Voilà pour ce premier micro-trottoir. Je te laisse réagir, de dire ce que tu en penses, de ce qui est ressorti. Alors, il y a déjà beaucoup de choses, je trouve, en très peu de temps, mais oui, ce que dit la première personne, pour moi, ça m'évoque vraiment la base du contrat, on va dire, moral qu'on peut avoir avec son employeur. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas forcément des choses, très sophistiquées, mais déjà d'être respecté, d'avoir de la considération, de travailler avec des gens chouettes et un manager ou une manageuse qui est sain, on va dire, et d'être sur des beaux projets, donc d'avoir du sens. Ça, pour moi, ça fait partie vraiment à la fois de la base, mais c'est un équilibre, effectivement, qu'il faut arriver à trouver. Après, est-ce que tout le monde peut être engagé ? Ça, c'est un peu la question qu'on se pose quand on voit le deuxième micro-trottoir. Exactement. Non, peut-être pas tout le monde. Après, c'est vrai que c'est un peu quand même le Graal des entreprises. On a parlé beaucoup motivation, etc. Mais c'est vrai que la question de l'engagement, c'est aujourd'hui vraiment ça qu'on essaye de cultiver en entreprise. Et ce serait bien simple s'il n'y avait qu'un seul facteur qui pouvait amener de l'engagement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'engagement. Donc, tous les à peu près 18 mois, on fait un questionnaire qui est évidemment anonyme. Questionnaire donc, d'environ 70 questions quand même, sur comment on se sent dans son travail, comment on se sent dans sa relation à son N+1, comment on se sent par rapport à la stratégie de l'entreprise, est-ce qu'on la comprend, est-ce qu'on y adhère, comment on se sent dans son autonomie, dans sa responsabilité, est-ce qu'on se sent écouté, est-ce qu'on peut proposer des choses. Et donc, à la fin de tout ça, il y a un indicateur qui s'appelle l'indice d'engagement, et cet indice d'engagement, il n'est pas juste une des 70 questions, il est vraiment la résultante, la composante de 7 ou 8 critères des questions qu'on a posées. Et donc aujourd'hui, on voit que l'engagement, ça vient de la fierté d'appartenance, ça vient du sens, ça vient de l'adhésion et la confiance dans le management, ça vient de la capacité aussi à être acteur de son travail. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir aussi pour travailler, on va dire, d'un point de vue RH, sur l'engagement. Et donc aujourd'hui, nous, on est à peu près à 83%, enfin, on n'est pas à peu près, on est exactement, donc, à la dernière mesure, on va dire, à 83% d'engagement. Les gens ont massivement répondu, nos équipes ont massivement répondu au questionnaire. Mais après, tout ça, ça évolue, on ne peut pas être toujours tout en haut, mais c'est vrai que c'est quelque chose
qu'on essaye de cultiver dans la durée. Très bien, et 83%, en effet, c'est un super taux. Quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mettre en tant que RH ou quels sont vos relais aussi en interne, parce que les ressources humaines ne peuvent pas tout gérer également? Alors, c'est pas les ressources humaines en général qui créent l'engagement. On vient pas pour travailler aux ressources humaines. Normalement, on vient rejoindre un métier, on vient rejoindre une équipe et un manager et un projet. Ouais. Voilà, si on doit résumer. Et pour moi, évidemment, c'est nos managers qui sont le premier relais à la fois de la politique RH, mais bien sûr de la stratégie en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Déjà, nous, on travaille beaucoup sur le partage, la construction et la clarté de notre stratégie. Ça, on a vraiment dans l'année plusieurs temps de partage de où on en est par rapport à nos objectifs annuels, mais on a aussi des grands temps forts sur le plan à 3 ans et sur la stratégie d'entreprise. On le partage avec l'ensemble du staff et puis on le partage aussi en plus petit format, on va dire, avec une management team. Donc c'est des gens qu'on a choisis pour travailler avec l'équipe de direction. Et donc on essaie vraiment que les personnes soient impliquées. On a aussi beaucoup travaillé sur la culture du feedback. Ça, c'est très important pour être dans l'amélioration continue. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manager? Comment on aide nos managers à être dans leur posture de management? Comment on les aide à être assertifs? Comment on les aide dans leur posture aussi de gestion de la performance? Et comment on rentre collectivement dans une culture où on va avoir effectivement cette capacité à se dire bah, ça c'est bien, ça on a bien réussi, ça on peut être fier, on peut célébrer, et puis ça c'est perfectible, et pouvoir se le dire collectivement par rapport à des grands projets, puis pouvoir se le dire aussi individuellement sans que ce soit compliqué. Voilà. Et ça, c'est vrai que dans une culture de boîte qui est un peu française, on fait partie du groupe AG2R La Mondiale, c'était un vrai travail que de passer de notre ADN un peu de bienveillance à un ADN un peu aussi de performance. Et donc d'une culture où on peut dire les choses et pas uniquement celles qui sont positives. Oh oui, tout à fait. Et je te rejoins, performance peut être aussi combiné avec bienveillance. Et tu as parlé beaucoup des managers de proximité, parce que c'est vrai que les managers de proximité, ce sont les relais pour la stratégie, pour la direction, pour les ressources humaines. Leur rôle évolue, surtout ces dernières années, avec les nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles attentes. Ça devient de plus en plus complexe. Et comment vous les outillez, vous, vos managers de proximité ? Alors d'abord, on leur parle. Oui, important. Non, mais c'est vrai qu'on les associe énormément. Hein. Je disais qu'on travaillait beaucoup avec eux, notamment pour générer des idées, des innovations, pour partager où on en est et pour avoir leur feedback. Mais on les a bien sûr beaucoup accompagnés d'un point de vue de la formation. Autour des notions de beaucoup connaissance de soi, hein, puisque tout part de la capacité à se comprendre et donc à comprendre aussi l'altérité, la diversité. Donc ça, c'est très important, je pense, d'équiper notre collectif managérial, bien sûr. On a travaillé avec un certain nombre d'autres types de formations. On fait pas mal appel au coaching aussi, individuel et collectif. Et tout ça, ça se fait dans le temps. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à renforcer notre communauté managériale. On a aussi travaillé sur les comportements qu'on attend et ceux qui sont hors jeu. Et ça, on l'a aussi beaucoup explicité. Ce qui était OK, ce qui n'était pas OK. Et on les aide, dans la mesure du possible, à porter vraiment leur casquette de manager et leur casquette RH en essayant de clarifier les règles du jeu. On a besoin, si on veut que les gens prennent des responsabilités et prennent des initiatives, qui comprennent le cadre et qui comprennent ce qui fait partie de la zone, on va dire, de terrain de jeu et puis ce qui est hors jeu. Donc ça, on a beaucoup travaillé aussi avec l'équipe de management. D'accord. Mais c'est vrai, je te rejoins, c'est une population ou un métier qui est ultra exposé, qui faisait beaucoup rêver il y a encore une dizaine d'années, mais qui fait plus du tout rêver, en tout cas pas tout le monde, parce qu'il y a plutôt des coups à prendre. On est quand même un peu entre le marteau et l'enclume. C'est pas évident entre les attentes effectivement des employés et puis celles de la direction d'arriver à concilier tout ça. On leur a demandé de porter énormément de choses. De la conformité, hein. Enfin, c'est pas mal d'injonctions contradictoires. Hein. Le management, il faut qu'il fasse une équipe performante, mais il faut qu'il emmène tout le monde, et puis qu'il fasse des projets, mais il faut quand même que ça tourne au quotidien, et puis il faut que ce soit conforme, mais il faut aussi qu'il prenne des risques, mais pas trop, parce que voilà, c'est quand même une petite quadrature du cercle. Donc il faut prendre
je pense, soin de nos managers. Il faut prendre soin de tous nos employés, évidemment. Mais n'oublions pas que les managers, on croit qu'ils sont automotivés et que c'est super facile. C'est un métier qui est vraiment difficile. Oh, oui. Le rôle évolue, les attentes des collaborateurs évoluent, les attentes de la direction évoluent et eux, il faut qu'ils soient outillés pour faire face à toute cette complexité. Il y a les nouvelles générations qui arrivent, on en a parlé avec des attentes portées avec du sens, de l'équilibre, de la flexibilité, mais pour autant, une entreprise avant tout doit être performante. Et donc, comment concilier tout ça? C'est pas une équation impossible, mais il faut pouvoir accompagner les personnes. Est-ce que tu voudrais aussi partager avec nous des choses que vous avez mis en place concrètement et qui ont eu des effets positifs sur justement le sens, la performance et le bien-être? Alors, ce qu'on a fait, qui pour nous était nouveau, mais qui n'est pas non plus une grande innovation, c'est que donc notre feuille de route annuelle, elle est co-construite et partagée avec l'ensemble du staff. Ensuite, elle est déclinée pour les différentes directions et chaque employé, chaque personne, chaque individu a des objectifs individuels qui sont en lien avec la scorecard de la compagnie. Donc, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est au-delà des managers qui, en général, effectivement, ont souvent beaucoup le sens, de par leur proximité avec l'équipe de tête, on va dire, c'est que chacun puisse se situer dans sa contribution à l'ensemble du projet, on va dire. Ça nous a énormément aidé. Évidemment, ça nous a aussi énormément aidé d'être beaucoup plus clair sur les objectifs et d'être aussi beaucoup plus on va dire assertif ou démoyennisé sur l'atteinte des résultats. Et donc ça, je pense aussi que c'est une question d'équité. Quand on laisse, et c'est la question de la performance et de la bienveillance, si on ne travaille pas le cycle de performance, alors la bienveillance, c'est de la complaisance. Et on a des gens qui se donnent beaucoup, et puis d'autres à côté, et c'est OK, monsieur, il a tout à fait le droit de ne pas s'investir plus qu'il ne le souhaite dans son poste, mais il faut qu'il y ait une différence à l'arrivée, on va dire, et il faut que, ça c'est une question de justice. Et voilà, cette question d'équité, elle est pour moi primordiale, effectivement. Voilà. Après, on a mis évidemment énormément de choses en place autour de, on va dire, bien vivre et bien travailler ensemble. On a des superbes bureaux, on a la possibilité, évidemment, dans le bâtiment, de faire du sport, une conciergerie, que sais-je encore, tout ce qui va bien. Mais attention, ça, pour moi, c'est super quand le terreau de base, quand les fondamentaux sont là et que on est dans un environnement de travail qui est sain pour les personnes, où les choses sont dites et où il y a effectivement de l'équité, de la considération, du respect. Le faire et mettre des baby-foot pour masquer, entre guillemets, l'ampleur des dégâts, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, évidemment, on a un environnement de travail qui est... Et puis, on a de la flexibilité, avec du télétravail, bien sûr, avec des horaires flexibles. Et je pense que, quelles que soient les générations, il y a vraiment une tendance hyper forte et universelle autour de ce besoin et de cette envie de flexibilité. Oh oui, tout à fait, flexibilité, équilibre. Mais pour autant, comme tu disais, c'est pas le baby-foot ou le panier de fruits qui va être que je suis bien dans mon job. C'est si je suis à la bonne place, je suis dans un environnement bien sain, avec un manager qui m'accompagne dans la définition de mes objectifs et dans l'atteinte des objectifs, je vais avoir un retour sur investissement, de la performance dans mon job et donc du coup le bien-être va découler de toutes ces actions que vous avez pu mettre en place. En tout cas, c'est très concret, c'est ce que je vois chez vous, vous accompagnez à chaque niveau, vous avez beaucoup de communication, de transparence avec vos collaborateurs, avec l'équipe managériale et les retours avec un 83% de taux d'engagement sont encourageants pour l'équipe RH, pour l'équipe que tu accompagnes. En tout cas, moi je pense que c'est le travail justement des managers et des employés et pas du tout celui de l'équipe RH qui administre le baromètre. Mais qui est là pour porter le message. Mais voilà. Et en tout cas, oui, on en a parlé aussi. Je trouve que le sujet de la santé mentale, puisqu'on parle on parle de bien-être, mais derrière le sujet de la santé physique et mentale, le sujet de la capacité à travailler dans un environnement sain, avec des managers sains, dans des équipes saines. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de dégradation de santé au sens sociétal, la montée des cancers, et puis une dégradation aussi probablement sur la jeune génération de la santé mentale. Et ça, c'est aussi quelque chose dans les années qui viennent où il faudra être hyper attentif. Et là encore, on aura besoin de nos managers. On ne peut pas tout leur demander. Et donc, pour te donner un exemple, on a formé une dizaine de collaborateurs un peu pilotes à ce qui s'appelle les premiers secours en santé mentale.
Et c'est important d'avoir un maillage où tu as effectivement les managers, mais tu n'as pas que les managers, et que on soit le plus sensibilisé collectivement à ces sujets-là, parce que sinon, effectivement, ce qu'on va mettre en porte-à-faux, ce sera un peu toujours les mêmes. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on doit se préoccuper de la santé mentale et de la santé mentale de nos jeunes générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. Oui, tout à fait. La santé mentale devient un vrai sujet. Et en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, on a aussi notre responsabilité. Très bien, parfait. Je te remercie beaucoup en tout cas pour ce partage, cette vision et les actions très concrètes que tu as mis. Et c'est vraiment porteur de sens également pour nous. Merci pour ça. Merci Julie. Et merci. Pour aborder le deuxième sujet, je propose que Fabrice me rejoigne. Fabrice, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais te laisser te présenter, puis après on regardera le micro-trottoir. Bonjour Julie, donc Fabrice, je suis DRH du groupe SLG. On est un groupe qui est actif dans tout ce qui est transport de personnes. D'accord. À peu près 2000 employés dans 4 pays aujourd'hui. Ok, très bien. On regarde et on en discute après ? C'est parti. Et est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans votre travail? Premièrement, les collègues, le management, un environnement positif avec des responsabilités, un bien-être général. Est-ce que vous avez déjà eu des situations de stress au travail? Comme toujours, mais je pense que ça dépend de la personnalité, des moyens qui sont mis en place par le management. Est-ce que le télétravail a changé quelque chose chez vous? Oui, énormément. J'ai appris à travailler de façon plus efficiente en étant à la maison, à me concentrer et aussi à prendre connaissance et avoir une notion plus précise du télétravail. Et j'ai un peu d'appréhension avec ce mode de fonctionnement. J'aimais bien aller au travail, mais c'est vraiment très plaisant de profiter du télétravail. Avez-vous donc, je comprends bien, des horaires flexibles actuellement? Oui, on a la chance auprès de mon employeur qui est Evans, je fais un peu de pub au passage, où on a justement une flexibilité au niveau du temps du travail, que ce soit flexi-time ou télétravail tout simplement. Est-ce que vous avez quand même rencontré certaines difficultés et quelles sont-elles? Oui, quelques difficultés au niveau de l'organisation, avec certains collègues qui peuvent être aussi en télétravail et les agendas qui doivent être mis à jour. Mais après, c'est juste mettre en marche cette machine et puis après on arrive à s'arranger. Mais c'est l'organisation tout simplement. Donc actuellement, vous vous sentez bien au travail grâce au télétravail? Tout à fait, les deux. Donc comme tu as pu voir, on parle de bien-être et de télétravail. Tu as présenté ta société. C'est plus compliqué de mettre en place du télétravail. Alors comment vous faites au niveau de Celllines? Effectivement, la majorité de nos employés sont des chauffeurs, donc le télétravail, ça n'est pas possible. Après, pour les fonctions support, et je vais prendre aussi l'exemple d'une de nos sociétés, qui est plutôt une société technologique, on a pu mettre en place des choses plutôt sympas. Et je vais prendre l'exemple de Flipco, qui a mis en place, par exemple, la semaine de 4 jours payés 5. D'accord, ah oui. Donc, ils ont mis ça en place il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Et ça fonctionne super bien. Et si on regarde tous les indicateurs, tout est au vert, que ce soit déjà les résultats financiers, que ce soit l'engagement des employés, le bien-être, vraiment le turnover, l'absentéisme qui a chuté de manière radicale. Du style, on avait une entité qui avait 7% d'absentéisme, ils sont passés à 1% après quelques mois. Donc ça montre vraiment déjà des résultats flagrants. Et allez, je pense aussi à une question, parce que ça fait 25 ans que je suis dans les ressources humaines, 25 ans qu'à cette question, j'ai toujours eu des réponses négatives dans les surveys employés, c'est « Êtes-vous satisfait avec votre package ?» Pour la première fois, je pensais que c'était impossible. On a des résultats positifs même à cette question. Mais ça, c'est super. Donc voilà. Donc c'est... Après, pour en avoir discuté avec Tobias, qui est le CEO, c'est pas uniquement la semaine de 4 jours qui fait qu'on a de tels résultats. C'est un ensemble de choses, dont notamment tout ce qui est flexibilité, que ce soit on va travailler où on veut, quand on veut. Alors bien sûr, dans le respect des contraintes légales, sécu qu'on connaît tous. Et c'est aussi beaucoup l'empowerment. Donc les employés ont vraiment des responsabilités. Ils voient leur impact, ils font avancer les choses. Et aussi tout ce qui est développement des compétences. Ça, c'est super important. Tobias aime dire qu'il est entouré d'experts. Pour avoir des experts, il
faut développer l'expertise, et donc faut pas hésiter à investir, faut pas hésiter à mettre le paquet entre guillemets pour vraiment développer les gens. Développer les gens, les accompagner, répondre à leur quête de sens, de flexibilité et d'équilibre. Ouais. C'est ce qui fait que il y a du bien-être qui se crée au sein des équipes. Et sur ta population de chauffeurs, parce que comment tu fais? Ouais, c'est une très bonne question. Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Là, on va mettre en place différentes choses. Oui. La première, c'est mettre en place un encadrement de proximité. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont très peu de contact avec la société quelque part. Ils viennent le matin, ils prennent leur bus ou leur camionnette, puis ils reviennent le soir. Et c'est pas facile d'avoir du lien avec la société, de pouvoir avoir aussi des gens à qui parler de différentes situations. Donc là, on est vraiment en train de mettre en place une structure d'encadrement intermédiaire avec des gens qui vont aussi conduire, mais vont avoir une partie de leur temps pour accompagner les équipes. Ça, c'est une première chose. On réfléchit aussi beaucoup et on a la chance d'avoir une délégation du personnel qui est vraiment dans un esprit constructif. Donc, ils vont dire quand les choses ne vont pas non plus, entendons-nous bien, mais on est en train d'essayer vraiment de co-construire une culture un peu différente. Et par exemple, ce sur quoi on essaie de travailler, c'est la prévisibilité des plannings. Parce qu'aujourd'hui, dans le métier de chauffeur, une des grosses contraintes, c'est les plannings. Vous ne savez pas à l'avance. Compliqué de s'organiser pour la famille, les week-ends ou autre chose. Vous pouvez travailler les week-ends, parfois les nuits. Et là, on va vraiment, on est en train de travailler, on trouve des solutions pour prochainement mettre en place une prévisibilité à plus long terme. On travaille aussi sur une prévisibilité des congés, qui reste compliqué. Donc, on n'y est pas encore, mais on va vraiment dans le beau sens et on a la chance d'avoir vraiment cette délégation qui est constructive et qui nous aide, qui remonte du feedback, qui vient avec des idées, et ça, c'est chouette. Oui, c'est ça, qui viennent avec les besoins terrain concrets. Et vous, après, au niveau RH, vous essayez de transposer ça avec les impératifs que vous avez, mais essayer de répondre à ces besoins-là. Pas que RH. Oui, bien sûr, justement. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est que RH va rien faire tout seul. On va être là pour travailler ensemble avec les métiers, pour trouver ensemble des solutions qui fonctionnent en droit du travail, qui soient possibles à implémenter, qui n'aient pas non plus des coûts d'investissement qu'on ne puisse pas supporter. Mais on va vraiment faire ça de concert avec les métiers pour y arriver. Comme tu dis, co-construction, main dans la main avec les lignes métiers, parce qu'en tant que RH, tu ne peux pas, surtout avec une population de 2000 personnes, être aussi proche, et donc tu as besoin des relais en interne. Est-ce que vous avez d'autres actions que vous avez mises en place, qui ont fonctionné, pour justement retrouver cet équilibre ou ces attentes? Parce qu'on parle aussi de la nouvelle génération. J'imagine que tu es aussi confronté à cette nouvelle génération qui a des attentes très fortes en termes d'équilibre et de flexibilité. Comment vous faites? Si je prends par exemple pour les fonctions support, dans nos autres entités qui, comme je le disais, Flipco, c'est un pilote, donc on n'a pas encore on n'a pas les 4 jours semaine dans toutes les entités. Dans les autres entités, on a aussi beaucoup de flexibilité. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens aiment venir travailler. Ils aiment retrouver leurs collègues. Alors on a la chance d'avoir une bonne ambiance, des chouettes équipes, et donc ils aiment venir au travail. Donc on a personne, alors que quelque part on ne l'interdit pas, qui vont majoritairement travailler de la maison. Et donner cette flexibilité, c'est un gros plus, mais on s'aperçoit que quand on responsabilise les gens, quand on leur laisse le choix, naturellement on trouve un équilibre. Oui, et je te rejoins, qui dit flexibilité ne veut pas dire forcément télétravail, c'est pouvoir laisser la possibilité en fait aux collaborateurs de choisir. Parce qu'on se rend compte aussi dans des entreprises, quand tu imposes un jour de télétravail, ça ne convient pas quand même. Donc c'est de pouvoir donner la responsabilité à chaque collaborateur de faire le choix, et c'est là où on trouve cet équilibre-là. C'est ça, et les équipes s'organisent d'elles-mêmes. Enfin, pour avoir connu plusieurs environnements, j'ai pu observer que c'est pas la peine de mettre trop de policiers en place. On doit respecter certaines règles, bien sûr, mais ensuite les équipes vont honnêtement s'auto-gérer de manière super efficace.
Oui, et qui dit engagement dit aussi responsabilisation de chaque personne à chaque niveau de l'entreprise. Et à partir du moment que c'est une vision, que c'est communiqué, voilà, ça se fait naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place et que tu voudrais aborder pour justement aller sur ce sujet de sens, performance et bien-être? Oui. Alors, il y a quelque chose sur lequel on commence à travailler. Donc, je ne vais pas dire que c'est en place, mais je suis intimement convaincu que ça va avoir un impact majeur aussi sur le bien-être. Ça peut paraître un peu étonnant parce que je vais parler des technologies et de l'IA. Mais voilà, je suis intimement convaincu que si on l'utilise à bon escient, on va parvenir à rendre les jobs plus intéressants, à vraiment supprimer ces tâches répétitives, chronophages, pour que les équipes puissent se concentrer sur vraiment les choses qui sont à valeur ajoutée, qui apportent du plaisir. On va faire preuve de créativité, on va pouvoir mettre en avant nos compétences. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je crois beaucoup. Donc on est en train de préparer ça. Parce que pour le préparer, il faut des datas, structurées. Il faut choisir les bons outils, il faut être cohérent en termes de management team, dans ce qu'on va mettre en place au sein de l'organisation. Mais je me réjouis de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai toujours demandé aux managers d'avoir une obsession sur rendez le travail de vos équipes plus sympa. Essayez d'identifier quels sont les points qui sont pas cool pour les équipes, sur lesquels les gens prennent pas de plaisir, ou c'est compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. Et regardez aussi l'impact. Parce qu'on fait beaucoup de choses par habitude qui n'ont pas forcément un impact. Et parfois, il suffit de les supprimer. Et rien ne se passe. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc voilà, vraiment d'avoir cette obsession d'améliorer le travail des équipes au quotidien. Et comme tu dis, reprendre du plaisir, avoir un retour sur son travail et le bien-être, la performance. Et je pense que tout métier, et la preuve, dans ton secteur d'activité, on arrive à identifier des choses de redondants, chronophages, à peu de valeur ajoutée, pour faire autre chose, où là, on reprend du sens, du plaisir, et l'IA est là. Et on n'a pas le choix, il arrive. Je sais que tu avais fait une intervention où tu avais parlé d'un tsunami, ça m'avait marqué, mais c'est vraiment ça. Et je pense qu'il ne faut pas l'ignorer, mais il faut plutôt l'accompagner et l'expliquer. Exactement, et ça c'est un point important quand tu parles d'expliquer. Et si je peux faire le parallèle avec le sens, c'est prendre le temps de dire aux équipes, ok, l'IA arrive, et on a tous peur, et c'est normal. Mais on a deux positionnements possibles. Soit on l'a subi, soit on est proactif et on se dit comment on va utiliser l'IA comme une opportunité. C'est ça. Et comment on va développer nos compétences pour savoir justement l'utiliser à bon escient. Et si on fait ça, il y a toutes les raisons qu'on soit performant, qu'on puisse aller prendre des parts de marché et qu'on puisse prendre tous plus de plaisir encore au travail. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je suis ravie de l'entendre que dans ton secteur d'activité, vous l'accompagnez également. Parfait. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour cet échange, pour ta vision et pour les actions très concrètes que vous mettez en place. C'est vraiment parlant pour nous. Merci, Julie. Merci. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine pour continuer à parler sur ce sujet. Ravie, Yasmine, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Julie, je suis très contente de partager ce moment avec toi. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Head of Global HR de Cap4Lab, une société technologique spécialisée dans l'intégration de systèmes. Alors, on est surtout prestataire des technologies Salesforce et MuleSoft, mais plus globalement dans le delivery management, dans l'intégration management et dans toute l'ingénierie service aux entreprises. Ok, super intéressant. Je te propose qu'on regarde le micro-trottoir et puis après on échange ensemble. C'est parti. Vous sentez-vous valorisé dans votre travail? Oui, plutôt. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez épanoui aujourd'hui dans votre travail? Alors, j'ai une super équipe qui est vraiment, on est vraiment très solidaires, elles sont vraiment toujours là. Donc ça, c'est vraiment super, elles me font confiance, je leur fais confiance. Et au niveau de la direction, c'est pareil, ils ont plutôt confiance en moi, ils nous laissent quand même assez de liberté. Donc c'est quand même assez satisfaisant. Qu'est-ce qui vous rend épanoui au travail? Travail d'équipe. Ah, ok, expliquez-moi.
J'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien pouvoir me reposer et j'aime bien avoir la satisfaction de savoir qu'ils peuvent se reposer sur moi. Donc voilà. Alors dans cet extrait, on parle beaucoup de cohésion d'équipe, de travail d'équipe. Comment ça se passe au sein de ton entreprise ? Alors, chez Cap4Lab, c'est assez intéressant comme sujet, cette dynamique d'équipe, justement, parce qu'on a cherché à permettre à chaque collaborateur de déployer ses compétences et de travailler sur des groupes projets. Qu'est-ce que ça veut dire ? On le sait souvent chez Cap4, on a vraiment pris le parti de travailler avec des personnes soit en reconversion ou autres qui sont passionnées par l'IT. Et donc, du coup, on va avoir cette notion de knowledge sharing qui est vraiment très importante, c'est-à-dire de donner des compétences, donner du savoir et du coup travailler en équipe. La diversité, l'inclusion, ça fait vraiment partie de nos valeurs en fait pour transmettre ce savoir. Donc du coup, sans équipe, il n'y a pas de partage de connaissances et il n'y a pas de travail en fait. Oui, et on se rend compte que le sens du travail vient aussi avec le partage, avec l'expertise et avec la cohésion d'équipe. Et comme tu dis, dans votre secteur d'activité, j'imagine que le développement des compétences est un facteur clé pour pouvoir répondre aussi aux besoins de vos clients. Comment vous faites au quotidien ? Alors déjà, le sens, effectivement, je suis totalement d'accord. Il y a cette question de donner du sens au collaborateur, mais le collaborateur doit lui aussi donner du sens à son travail. Et le sens, il est vraiment pluriel, c'est-à-dire que chaque personne va avoir un sens différent. Et c'est aussi notre responsabilité d'écouter le sens qu'il va donner. Donc il y a déjà une écoute active de savoir, de présenter notre entreprise en fait au collaborateur, de lui dire voilà notre écosystème, voici ton rôle dans cet écosystème, ce qui est possible de faire. Et lui aussi, en fonction de ça, va attribuer le sens qu'il souhaite au travail, en fait. Et pour reprendre ta question de comment on fait vivre ce sens au quotidien, on donne vraiment de la vision. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir tous nos projets. Tu parles aussi beaucoup de transformation, de comment donner des compétences. On transmet notre vision. Donc, c'est-à-dire, on leur dit, voilà ce qu'on veut faire, voilà l'écosystème. Chacun a sa place dans cet écosystème, peu importe le poste, peu importe l'ancienneté ou autre. Et le but, ça va justement être que tout le monde trouve sa place. Et grâce à ça, une fois que les personnes savent où on va, elles comprennent le projet commun. Et donc, du coup, alors, maintenant, on va très certainement aller vers l'IA parce que l'IA entraîne énormément de changements, même dans nos services et dans les prestations qu'on propose à nos clients. Donc, c'est tout simplement d'expliquer à nos collaborateurs, voilà, on va devoir changer les compétences, vers où ils veulent aller, quel est le sens qu'ils veulent donner au métier de demain, et puis acter les deux en fonction. Oui, partir de la vision, de leur rôle dans cette vision, les engager dans l'objectif commun et puis de les accompagner, si je comprends bien, dans cet objectif-là et avec les mutations que l'IA apporte dans votre quotidien. Et justement, si on parle de digitalisation, de l'IA, comment vous accompagnez ça auprès de vos collaborateurs ? Déjà, les changements, ils se font avec une vitesse hors norme. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois et aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes confrontations par rapport à l'IA. Donc, c'est super. L'IA va arriver. C'est un bouleversement majeur pour tous. Je pense qu'il faut s'y préparer. Mais c'est positif aussi. Donc, il y a beaucoup de changements positifs qui vont être tirés de là. Par contre, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur du développement informatique. Il y a beaucoup de compétences qui vont devoir être amenées à changer. Pourquoi ? Parce qu'elles vont pouvoir être remplacées par l'IA. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui vont être remplacées par l'IA, elles vont devoir maintenant apprendre à piloter l'IA. Mais il y a d'autres types de compétences qui vont être recherchées. Des compétences humaines, on va avoir beaucoup de project management qui va être développé et c'est ce que les clients recherchent actuellement aussi. Donc c'est plutôt d'expliquer à nos collaborateurs qu'il y a des mutations qui se font dans les métiers, qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ça sera peut-être pas le métier de demain, mais de savoir aussi si c'est un match pour eux et comment on peut les accompagner. Le travail de la formation, il est hyper important. C'est aussi un travail qu'on anticipe parce qu'on peut pas savoir demain quelle IA nous remplacera exactement. Donc, il y a un gros travail d'anticipation, mais aussi de partage avec le collaborateur pour qu'il nous dise, voilà, aujourd'hui, ce que je fais, quelles sont les mutations que je vois et où je veux aller par la suite. D'accord, vous prenez vraiment les besoins du terrain parce qu'en effet, c'est des métiers bien spécifiques et chacun sait où va aller l'IA, vers quoi il va l'amener et comment vous pouvez les accompagner sur ces changements-là. Et est-ce que tu vois qu'il y a un changement en termes d'engagement, de bien-être, justement avec toutes ces transformations qui arrivent ? Oui, la thématique d'engagement, elle change fondamentalement. Alors, on parle beaucoup de génération. Je ne pense pas que ça soit lié vraiment à la nouvelle génération. Je pense que c'est lié à l'écosystème dans lequel elle vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de technologies. On est aussi dans un domaine où l'expérience est très importante. On consomme beaucoup à titre individuel ou à titre entrepreneurial. On attend de l'entreprise une certaine expérience. Donc,
l'engagement doit changer et se fait aussi en fonction de ça. Donc les collaborateurs n'attendent pas forcément la même chose. Maintenant, pour revenir à l'engagement, je pense qu'il y a un réel travail aussi d'un point de vue RH à faire pour évaluer ce qu'on attend comme engagement et ce qu'on attend de l'engagement et ce qu'on définit comme engagement. On a beaucoup parlé des KPI de turnover, d'absentéisme qui sont fondamentaux, qui restent, mais est-ce qu'ils évaluent vraiment l'engagement ? Alors, je vais parler peut-être d'engagement cognitif d'un collaborateur, mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui évalue l'engagement ? Là, on l'a vu dans le micro-trottoir, on parle beaucoup de travail d'équipe au final. Donc, ça va être des leviers sur lesquels on va travailler avec le collaborateur sur une vision. On doit lui apporter quelque chose, il doit nous apporter quelque chose, et ça revient au fondement de la vision, en fait. Oui. Et comment vous faites avec des actions concrètes au sein de Cap4Lab, justement pour évaluer cet engagement-là ? Alors, pour évaluer l'engagement, aujourd'hui, à part les KPI que je t'ai donnés classiques, j'ai pas d'action miracle pour dire un collaborateur est très engagé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler son parcours au vu de l'engagement potentiel. C'est-à-dire, comme on l'a dit avant, on va avoir des transformations qui vont se faire. Un collaborateur aujourd'hui, il a besoin de vision pour savoir où il va demain. C'est-à-dire qu'il doit savoir, OK, son métier aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'il est écouté ? Est-ce que la charge de travail est entendue ? Est-ce qu'il a l'impression que la direction est connectée à la réalité terrain ? Parce qu'on a plusieurs corps de métier, donc est-ce que on sait vraiment ce qu'il vit au quotidien ? Est-ce qu'on peut l'aider dans ces tâches-là ? On parle beaucoup d'actions liées au bien-être, et je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a l'importance du bien-être au travail est fondamentale. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux finalités dans ce discours-là. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut du bien-être pour la performance. Donc, on est totalement dans une finalité de productivisme, en fait. Et il faut certainement revenir aussi à l'essentiel. Ce n'est pas un baby-foot qui va rendre un salarié heureux si on n'a pas un salarié qui est écouté, qui n'a pas un management trop toxique, qui arrive à se déconnecter, qui arrive à se faire entendre. Donc, les actions, on en a, mais c'est surtout de l'écoute active et surtout de la co-construction. Oui, avec vos managers de proximité et avec l'accompagnement et les parcours et le développement des personnes dans leur parcours de carrière. C'est vrai que quand tu avais présenté l'essence même de Cap4Lab avec des personnes qui étaient en reconversion, c'était impressionnant de voir tout ce que vous avez pu mettre en place, et vous en êtes aujourd'hui parce que vous avez des beaux résultats en fait. On a des beaux résultats et on a une croissance organique. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au Luxembourg, donc la société mère, et qui est vraiment qui est en place depuis 8 ans, sur nos managers, il y a une ancienneté assez importante, mais aussi il y a un accompagnement dans la formation. Parce qu'on n'est pas manager, on ne devient pas manager juste avec l'expérience, c'est un vrai accompagnement. Comme on l'a dit tout à l'heure, les collaborateurs attendent davantage, parce qu'il y a un écosystème aussi qu'ils proposent. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup d'avantages. Donc ça va être aussi de manier tout cet nouvel écosystème avec le nôtre et de se dire comment on avance ensemble. Donc, former les managers, c'est crucial. On essaye de le faire via aussi de la co-construction avec leur place en comité de direction pour qu'ils nous fassent du feedback actif sur ce qui se passe réellement dans le terrain. Et comme on peut parler de Fabrice, comme l'a dit Fabrice, le poids de la délégation peut être aussi important. On essaye vraiment de communiquer activement avec la délégation pour remonter les besoins et nous, après, d'actionner les leviers possibles. Oui, c'est ça, à partir des feedbacks du terrain, des managers, de la délégation du personnel qui porte aussi ce message de l'entreprise, puisqu'au final, on veut tous une entreprise qui se porte bien, qui soit performante, et de participer et de voir qu'on a un retour, en tout cas, et qu'on participe à la croissance, comme tu dis, de votre entreprise. J'imagine que c'est une satisfaction pour chaque collaborateur. Oui, c'est une belle satisfaction et surtout, c'est aussi un sentiment d'avoir sa place et de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés dans le quotidien. Aujourd'hui, on est dans un business et un marché qui a des grosses difficultés. L'ADEME a sorti les chiffres récemment de l'IT. C'est un secteur qui est en souffrance au niveau de l'offre, de la demande, parce qu'il se réinvente. L'arrivée de l'IA le réinvente obligatoirement. Donc, on voit qu'il y a des mutations. Donc, c'est pas de se dire... c'est vraiment d'accompagner le collaborateur en ayant tous la même vision, en se disant on embarque ensemble, et quel est le rôle de chacun. Oui. D'accord. C'est très concret et c'est parlant. Est-ce qu'il y a des actions, des choses que vous avez mises en place que tu voudrais partager avec nous sur cette thématique ? Alors, sur le télétravail, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup que le télétravail est un avantage, et c'est vrai. On le voit vraiment dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle. J'ai pas envie d'apporter mon propos sur un avis sur le télétravail, mais nous, on va aussi vers un retour sur du présentiel pour justement retravailler ce côté transfert des compétences. C'est pas qu'on peut pas le faire en visio, c'est qu'il y a vraiment un vrai partage qui doit se faire, un partage terrain, donc des compétences entre les collaborateurs. Et puis surtout, on est dans le consulting, donc on
a besoin d'entendre les problématiques des autres. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu le télétravail, pas du tout, il est toujours possible. Mais on revient aussi vers des bases et des fondements, de se dire comment on partage les compétences. Si on isole les personnes entre elles, ça va être compliqué. Et on l'a vu aujourd'hui, le travail d'équipe est important. Oui, ça ressort. Hein. Le modèle traditionnel, la cohésion d'équipe, le partage fait qu'il y a du bien-être dans le travail, où le télétravail pouvait peut-être éloigner au départ de cette cohésion d'équipe et on voyait d'autres avantages de pouvoir être en télétravail. Parfait, très bien. Écoutez, je te remercie en tout cas Yasmine parce que c'est intéressant de voir aussi que sur ce secteur d'activité où l'IA est clairement en train de transformer les métiers, que vous avez accompagné les collaborateurs continuer dans cette quête de sens et de performance. Merci à toi. Merci Julie. Je vous invite à continuer et à partager cette réflexion avec nous et à continuer à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et pour votre partage.